qui font rayonner, qui font vivre Cuxac au quotidien. Donc là aussi, c'est des petites capsules de 2-3 minutes qui ont pour but de dynamiser un petit peu les supports numériques et de valoriser le support vidéo. Le maintien du CLAP, c'est le calendrier local des animations programmées, c'est en gros le bulletin trimestriel exclusivement consacré aux animations. Vous le retrouvez en ligne, mais aussi à la médiathèque ou à la mairie. Et enfin, les réseaux sociaux, page Facebook et Instagram et l'application Panneau Pocket. Là aussi, vous avez la possibilité de suivre l'actualité au quotidien, qui a été notamment assez dense en ce moment avec les épisodes climatiques un petit peu compliqués qu'on a subis. L'idée, c'est d'être au plus près de la réalité, la plus proche du terrain, pour vous informer en temps réel de ce qui se passe sur la commune et ailleurs. Un mot sur le tourisme. Le projet phare du mandat sur les années à venir, si on a la chance d'être là encore dans quelques semaines, ce sera le projet de voie verte qui pourra relier le canal à la mer. C'est un projet qui a déjà été discuté avec les communes voisines du canton. Et l'idée est très simple, c'est elle se développe en deux axes. Sécuriser l'accès pour les piétons, pour les vélos, essayer de les amener, on va dire, le plus facilement possible du canal à la mer en passant mécaniquement par Cuxac. Et aussi dynamiser et rendre encore plus attractif les mobilités actives et les mobilités douces qu'on défend nous et qu'on essaie de valoriser au quotidien. Encore une fois, l'idée c'est de capter les grands itinérants qui vont à vélo, à pied ou en randonnée, traverser Cuxac par cette voie, et donc pourquoi pas aller dans nos commerces, aller dans nos restaurants et consommer à Cuxac. Faciliter le retour d'un café-bar, on est tous d'accord avec ça, c'est vraiment un lieu qui manque actuellement sur la commune. Évidemment, la commune ne peut pas porter ce projet en elle-même, mais elle peut être facilitatrice et mettre en relation des interlocuteurs pour essayer de faire revenir une activité de café-bar sur la commune, un vrai lieu de vie, un vrai lieu d'échange qui pourrait dynamiser encore une fois le centre-ville. Et enfin, la mise en lumière des atouts de la commune en vue de séjours estivaux. Là aussi, on est sur de la valorisation de nos chambres d'hôtes, de nos gîtes, de notre hôtel aussi. Pour info, vous avez entre 80 et 90 personnes qui peuvent être hébergées tous les soirs à Cuxac, ce qui est relativement important. Et il faut aider ces gens-là qui font aussi vivre la commune, qui permettent à des gens de découvrir notre commune et d'y passer 1, 2, voire 3 nuits. Enfin, le projet un petit peu phare de cette délégation, ça va être l'idée d'utiliser la place Salengro comme un vrai lieu de vie, une centralité. La place Salengro a déjà été un petit peu développée au cours des dernières années. On veut aller encore plus loin, on veut créer un vrai lieu de vie où des commerces peuvent s'installer, où des gens peuvent partager des moments de convivialité autour de ce lieu central, à la fois géographique, puisqu'il relie un petit peu pas mal de quartiers, et il est aussi au bout de la piste cyclable qui relie maintenant les quartiers nord au centre-ville. Encore une fois, c'est un lieu central qu'il faut valoriser, qu'il faut mettre en avant et qui mérite, vraiment. Merci. Merci. J'appelle maintenant celle qui est en charge de la délégation de la jeunesse, des écoles et de la culture, Madame Leborne, qui est âgée de 55 ans et actuellement aide ménagère. Céline. Pas tous en même temps. Bonsoir à tous. Voilà. C'est parce que je vois pas. Les ados. J'ai porté le projet adolescent lors du dernier mandat. Il n'a pas rencontré l'adhésion que nous attendions. Aujourd'hui, nous voulons changer la méthode, plus d'écoute, plus de co-construction et plus d'implication réelle. La culture. Alors, nous voulons ouvrir notre commune, ouvrir à des partenaires culturels, à des artistes, à des associations, à des structures extérieures, pour proposer une offre diversifiée, accessible à tous les âges.
cantine, une nouvelle cantine. Ce n'est pas seulement un endroit où l'on déjeune, c'est un lieu de vie quotidien pour nos enfants. Pour la cantine primaire, nous voulons un espace moderne, fonctionnel, avec de bonnes conditions pour les enfants comme pour les agents, comme nous l'avons fait pour la cantine maternelle. Investir dans la cantine, c'est investir dans leur bien-être et dans la qualité du service public. Notre projet phare, c'est la petite enfance. Nous voulons créer une véritable pôle enfance, une nouvelle crèche en regroupant les services, faciliter les démarches, offrir un accompagnement clair et cohérent aux jeunes parents. Un lieu d'identité structuré, accessible, un espace où les parents aient du soutien. Voilà. Bravo, Céline, merci. Bon, j'ai vérifié régulièrement, savoir s'il n'était pas tombé dans les pommes, mais a priori ça a l'air d'aller. Il va falloir être indulgent. Monsieur David Berthaud, car il est très malade, il réussit à venir jusqu'à nous. David Berthaud, qui est le premier adjoint et qui est en charge des travaux de l'aménagement. Il est âgé de 45 ans et est actuellement formateur. Bonsoir à tous. Durant ces 4 années écoulées, les membres de la commission de travaux, aménagement ont réalisé beaucoup de projets en voirie, en structure et en rénovation de bâtiments. Avec les 5 minutes qui me sont attribuées, je vous présenterai une partie des projets envisagés. Commençons par le cimetière. Depuis l'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires, l'entretien du cimetière est devenu compliqué et son état n'est pas satisfaisant pour ce lieu de mémoire de nos proches disparus. Depuis de nombreuses années, très peu de travaux avaient été réalisés sur ce site. Pour remédier à cela, nous avons commencé par améliorer le jardin du souvenir et nous avons continué par remplacer l'intégralité du réseau d'eau qui était fuyard. Dans cette continuité, nous engageons un projet ambitieux de rénovation complet de l'ancien cimetière. L'ensemble des allées seront refaites en intégrant des accotements, mais également les contre-allées. Celles-ci seront également rénovées. L'entrée du cimetière sera réaménagée et végétalisée. Les anciennes fontaines et les bancs seront changés et pour plus de sécurité, les 2 portails d'accès seront motorisés pour une fermeture automatisée. 2 caméras seront également positionnées. Ces travaux, au vu de la superficie du cimetière, seront réalisés en 3 tranches. Nous avons sollicité de nombreuses subventions pour ce projet important, mais nécessaire. Terrain d'entraînement. Les sécheresses à répétition, les interdictions d'arrosage durant les périodes les plus chaudes, l'utilisation intensive du terrain font qu'il n'est plus possible de le maintenir dans un état correct. Nous avons échangé avec les présidents du club de rugby et de foot de Cuxac, avec des utilisateurs et des bureaux d'études. Le remplacement de ce terrain par du gazon synthétique semble être un choix judicieux. De nombreuses communes voisines ont déjà fait le choix du synthétique et leurs retours sont très positifs. Nous aurons toujours un terrain en excellent état et il permettra une utilisation maximale par les clubs de rugby et du foot du village. Comme toujours, nous irons chercher un maximum de subventions pour ce projet. Cela nous permettra également de concentrer nos efforts sur notre terrain d'honneur, en commençant par la rénovation de la zone technique d'arrosage, située à côté de la cuve, et l'amélioration du système d'arrosage du terrain d'honneur. Salle du jeu de paume. Dans le cadre de l'application du décret tertiaire qui nous impose une réduction importante de la consommation énergétique de nos bâtiments publics, nous engagerons une rénovation profonde de la salle du jeu de paume. En parallèle de son agrandissement, nous profiterons de ces travaux pour remplacer le système de chauffage au gaz par une solution plus durable et performante. Ce projet inclut l'installation d'un système réversible qui permettra de chauffer le bâtiment l'hiver, mais aussi de le rafraîchir durant l'été. En effet, le manque d'isolation et de ventilation
rendait jusqu'à présent l'utilisation de la salle particulièrement pénible lors des fortes chaleurs. En renforçant l'isolation thermique et en modernisant les équipements de traitement de l'air, nous garantissons aux usagers et aux associations un confort optimal et une utilisation agréable du site tout au long de l'année, tout en réalisant d'importantes économies d'énergie. Voirie Mouchaïra Sud, chemin de Préant. La rénovation de la première tranche des Mouchaïra Sud est terminée. Nous allons poursuivre par la réalisation de la tranche 2 et 3. Ces futurs travaux permettront la rénovation de la chaussée, mais également de l'aménagement des bas-côtés avec la mise en place de pavés drainants facilitant l'absorption des eaux de pluie. En complément de ces travaux, le Grand Narbonne procédera à la rénovation complète du réseau d'eau. Le SIADEM viendra enterrer l'ensemble des réseaux électriques et de télécommunications. Un plan pluriannuel d'investissement dédié aux travaux de voirie sera créé. Il permettra de réaliser conjointement des travaux sur les quartiers nord et sur le centre du village. Parmi les voiries prioritaires identifiées, l'étude de la réfection du chemin de Préant est déjà en cours. Il intègre, comme pour tous les projets de voirie, de la désimperméabilisation, des systèmes de ralentissement et de la végétalisation. Dernier point, le parking du Crédit Agricole. L'achat récent des bâtiments situés au fond du parking, en jaune sur la diaporama de gauche, vont nous permettre d'agrandir le stationnement au centre-ville. C'est une demande forte des Cuxanais et des commerçants d'augmenter le stationnement au cœur de ville. Ce projet étant situé dans la zone des bâtiments de France, ABF, il nous faudra trouver des solutions innovantes permettant de concilier les demandes de l'ABF et l'extension des places de parking en intégrant de la végétalisation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci David, je sais que ce n'était pas facile parce que ce n'est pas la grande école. Merci. Donc vous l'avez vu, c'est vrai que beaucoup de travaux de voirie nécessitent des réflexions à N-2, -3, des fois 4 ans avant. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en réflexion, qui vont être amorcées dès le début du mandat, en particulier les travaux de voirie qu'on vient d'évoquer, M. Berthaud. La personne suivante est en charge de l'urbanisme du cadre de vie. Il s'agit de Madame Bonhomme, qui est âgée de 73 ans et qui est retraitée de la Poste, qui a des obligations familiales qui ne peut pas être parmi nous ce soir. Pour autant, elle m'a confié le rôle de présenter en quelques mots, parce que je le disais en introduction, ce n'est pas l'objet de développer l'intégralité du programme, mais simplement de vous présenter les principaux axes, de vous présenter les principaux axes de sa délégation. Donc, Madame Bonhomme, oui, vous l'avez bien, mais c'est pas grave. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord dans cette salle pour faire le constat que le dérèglement climatique n'est plus un fantasme, ni une vue de l'esprit. Les concrets, on les constate tous les jours. Donc aujourd'hui, c'est la pluie, c'est le vent, mais de plus en plus, nous allons connaître des périodes caniculaires avec des températures moyennes qui vont augmenter à l'horizon 20-30 ans, selon les scénarios, entre 1,5 et 2 degrés. Donc pour pouvoir continuer à vivre correctement dans nos villages, dans nos rues, dans nos ruelles, il faut que dès aujourd'hui, on intensifie notre travail de végétalisation. Donc nous l'avons un petit peu amorcé sur ce mandat, mais on va mettre la surmultiplier et vraiment accentuer, développer, faire de gros efforts pour planter des arbres qui donneront de l'ombre à nos enfants dans 20-30 ans pour qu'on puisse, c'est pas une bêtise, vivre dans nos rues, parce que ça va être de plus en plus compliqué avec les températures qui nous sont annoncées. Donc il y aura un gros travail de végétalisation avec l'objectif de planter au moins 1000 arbres sur les 6 prochaines années. Madame Bonhomme s'occupe également du travail de reconquête du centre ancien. Le centre ancien, vous le savez, s'est paupérisé au fil des années, en particulier à cause de marchands de sommeil qui ont fait n'importe quoi, qui ont mis sur le marché locatif des biens totalement insalubres et indignes, et concentrant des personnes qui rencontrent des difficultés et qui, voilà. Donc le centre ancien n'est plus celui qu'on a connu il y a 20-30 ans en arrière, et il nous faut le réinvestir. Pour cela,
Nous menons depuis quelques années une politique d'acquisition foncière dynamique, aidée en cela par l'établissement public foncier. Nous avons une convention avec eux de hauteur de 1,4 million pour que eux achètent à notre place et que ça n'incombe pas sur les finances pures de la commune. Donc à travers cette volonté forte d'acheter du foncier dans Saint-Francien, nous portons aujourd'hui 4 projets de requalification sur Saint-Francien, dont un que vous avez déjà vu commencer avec les travaux de démolition au niveau de l'église. Les travaux de démolition vont se poursuivre en début d'année et à terme, il y aura 14 logements qui sortiront, des logements avec terrasse et garage, pour rechanger un petit peu la typologie de ce Saint-Francien. Dernièrement, la semaine dernière, nous avons lancé avec les services de l'État un projet de schéma directeur sur le Saint-Francien pour coordonner tous ces projets avec les différents bailleurs sociaux et autres partenaires financiers qui nous accompagnent. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui est couplé aussi avec la lutte contre ces fameux marchands de sommeil que je vous disais. On a récupéré lors du dernier conseil municipal la délégation permis de louer pour pouvoir y introduire le côté coercitif, c'est-à-dire pouvoir verbaliser les propriétaires bailleurs indélicats qui mettent sur le marché des biens totalement indignes, inacceptables pour en avoir visité plusieurs. Donc c'est un travail qui va s'accentuer, un travail sur les façades, plusieurs actions qui vont continuer à être développées. Mais voilà, ces 4 îlots, c'est pas neutre, avec une vingtaine de logements supplémentaires qui vont être requalifiés dans le Saint-Francien, afin d'apaiser et de retrouver le vivre ensemble qui s'est perdu au fil des années. Le dossier majeur de la délégation de Madame Bonhomme, c'est l'achèvement du plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme, vous le savez, sa révision a été entamée en décembre 2023. Donc nous sommes à légèrement plus de 2 ans. Pour information, une révision d'un plan local d'urbanisme, c'est en moyenne en France 4 ans. Donc sur Cuxac, nous sommes tout à fait dans les clous en termes de délai, d'autant que nous sommes une commune qui cumule pas mal de particularités, notamment en raison du risque d'inondation. Donc on avance sereinement avec les services d'État, plusieurs réunions. Avec, vous l'avez certainement vu ou entendu, mais comme il y a beaucoup de choses fausses qui ont circulé, je tiens à le préciser. Nous avons fixé pour objectif dans ce plan local d'urbanisme de retrouver le fil démographique qui s'est interrompu en 2014. Jusqu'en 2014, la population connaissait une courbe croissante, comme dans la plupart des villes, et 2014, ça a chuté. Donc en 2014, nous étions 4400. Donc nous avons posé un diagnostic avec le bureau d'études qui nous accompagne et nous avons jugé et estimé que les équipements de la commune permettraient d'accueillir, si on reprenait le fil, jusqu'à 4600, 4700 habitants à horizon 2035, d'ici 15 ans. Alors bien entendu, ces 600 personnes ne vont pas arriver d'un coup. Il va y avoir des vagues. Ces 600 personnes vont arriver, ce n'est pas une obligation, les documents d'urbanisme tels que le PLU vont permettre de pouvoir accueillir jusqu'à 600 personnes si c'est la volonté de la municipalité, sur les 15 ans. Donc pour cela, on travaille sur les logements vacants, on va travailler sur les dents creuses, vous savez, les dents creuses, les petits terrains qui sont entourés de maisons qui ne sont aujourd'hui pas constructibles, avec la révision du plan de prévention des risques d'inondation qui devrait se produire en 2028-2029 par les services de l'État. La définition de la dent creuse va changer et devrait permettre de libérer quelques terrains. Donc ces terrains, évidemment, ils font partie des 600 personnes qu'on souhaite accueillir sur la commune. Et ensuite, bien entendu, la densification. La densification, je viens d'en parler. L'ouverture à l'urbanisme avec 2 secteurs qu'on a identifiés et que je vais vous montrer juste après. Et pour répondre aux objectifs du SCOT, du Grand Narbonne, on envisage une densité de 20 logements à l'hectare. Voilà. Qui variera selon les secteurs, mais c'est environ, c'est la moyenne qu'on cherche sur la commune. Donc, les services de l'État ont calculé qu'on pouvait ouvrir à l'urbanisation 7,5 hectares sur la commune. Et je le précise, actuellement, le PLU qui a été rédigé en 2013 a une zone à urbaniser qui compte 8 hectares sur la frange, sur les premières pentes du Mont Caritou. Donc ça, nous, on a dit qu'on ne le voulait pas. On ne veut pas construire sur Mont Caritou, sur les premières pentes. Donc cette zone va être rendue naturelle. Et en contrepartie, il y a 7,5 hectares qui s'ouvriront. Donc c'est une opération neutre en termes d'enquêtement sur les zones naturelles. Donc, ce qui a été défini avec les services de l'État, c'est qu'il serait possible de travailler sur la zone blanche qui est à l'arrière du Mont Caritou, sur le chemin du Pêche. Voilà, ça c'est une zone
qui n'est pas inondable, qui, si le PLU le permettait, pourrait être construite demain. Voilà, donc le plan local d'urbanisme tel que nous le travaillons va permettre, après les propriétaires des terrains font ce qu'ils veulent, mais nous, on va rendre possible la possibilité de créer des lotissements à cet endroit-là. Ensuite, il y a un autre secteur qui va être travaillé, c'est plus côté Olivette, sur le bas. Alors ça va dépendre de la révision du PPRI, comme je le disais. Donc c'est une ouverture qui se fera dans un deuxième temps. Là, on n'est plus sur du 2028-29. Voilà. Et ensuite, plusieurs petites poches et secteurs qui s'ouvriront, comme je vous disais, avec le travail sur les dents creuses, notamment ici, il y a pas tout à fait 1 hectare qui vont pouvoir s'ouvrir. Voilà. Et tous ces petits espaces, c'est du travail de dentelle. Nous, on ne cherche pas à avoir 7 hectares d'un coup. On préfère travailler dans la dentelle et densifier l'existant pour avoir quelque chose de cohérent et de ne pas trop consommer les espaces et pas trop imperméabiliser les sols. Et on l'a dit, ça sera une préoccupation majeure dans tous les projets, ainsi que la réutilisation de l'eau, la maîtrise de l'énergie, les mobilités, tous ces sujets seront intégrés sont intégrés dans le plan local d'urbanisme. Et je vous invite, si ça vous intéresse, à suivre le prochain conseil municipal qui aura lieu lundi, où nous débattrons du projet d'aménagement du développement durable, le PADD, qui est le document qui centralise les principales orientations que la commune souhaite donner pour les 15 prochaines années. Donc là, on rentrera un petit peu plus dans les détails. Je ne fais pas beaucoup plus long ce soir, mais voilà. Donc je sais qu'il s'est dit 600 logements sociaux sur le Mont Carré-Tout, tout ça, c'est totalement absurde et totalement faux, mensonger. Donc il n'y aura pas de maison sur le Mont Carré-Tout, nous conservons l'espace naturel du Mont Carré-Tout. Voilà, donc avec toujours à l'esprit, quand on va ouvrir des secteurs d'urbanisation, de concevoir des écoquartiers. Alors, je pense que maintenant, c'est même plus la peine de le préciser, tant il est évident pour tout le monde que tous ces enjeux de développement durable doivent forcément être intégrés. Donc on ne parle pas forcément d'écoquartier, mais toutes les ouvertures répondront aux critères d'un écoquartier. Et puis voilà. Je m'en rappelle. Voilà. On vous remercie pour votre attention. Comme je disais en introduction, l'objet, ce n'était pas de vous dérouler un grand catalogue de mesures, de projets qu'on souhaite vous présenter et porter sur les 6 prochaines années. L'idée, c'était vraiment de présenter l'équipe de manière physique pour que vous puissiez les rencontrer, échanger après et vous présenter par délégation les principaux axes. Maintenant, si vous le souhaitez, on peut prendre un temps d'échange. Je peux, avec mes collègues, essayer de répondre à vos questions. Et si je ne peux pas, je vous apporterai la réponse dans un deuxième temps. Donc s'il y a des personnes parmi vous qui souhaitent poser des questions, je peux essayer d'y répondre. Bonjour. Merci. Oui. J'ai 2 questions. Une qui concerne les chasseurs. On reçoit parfois des plans au-dessus du canal chez nous. Ça, je voudrais qu'on fasse quelque chose. Et une autre chose, avenue de la Bourgade a été refaite il y a plusieurs années. On a passé dans les trottoirs des tuyaux. Il y a toujours les toiles d'araignée en haut. Qu'est-ce que vous comptez faire? Alors pour les chasseurs, à leur décharge, ce ne sont pas des chasseurs c'est des gens qui braconnent, qui font des choses en illégalité de l'autre côté de la digue. Et même pour démontrer la bonne volonté des chasseurs, c'est qu'ils ont passé en réserve de chasse tout le bas de la digue. Donc c'est vraiment malheureusement des gens qui ne respectent pas ça et qui ne sont pas des vrais chasseurs. Les vrais chasseurs respectent ces zones et œuvrent pour la commune en plus de leur activité. Bon, malheureusement ça, la police municipale est informée. On essaie d'intervenir à chaque fois qu'on nous le signale et de les attraper sur le fait, mais ce ne sont pas des chasseurs. Ensuite, pour les toiles d'araignée, j'enverrai le service technique vérifier ce que vous dites et on interviendra. Bonsoir. J'ai pu entendre que la préfecture allait obliger les maires d'une commune de plus de 3500 habitants à avoir une étiquette politique au vu des présidentielles. Pouvez-vous m'en dire plus? Oui, alors, pas forcément pour le présidentiel, mais pour le dépôt de liste, effectivement, quand on est en sous-préfecture, on dépose notre liste, on épluche tous les noms, on vérifie tout, et on nous demande si on a une étiquette. Donc, on demande à être classé sans étiquette. Pour autant, les services de la préfecture donnent une étiquette aux listes, arbitrairement.
qui choisissent. La dernière fois, on avait émis le souhait de ne pas avoir d'étiquette, on a été classé centre-gauche, mais on avance très clairement sans parti politique et sans étiquette politique. Après, malheureusement, l'administration d'État malheureusement, c'est pas très grave, mais va nous en affecter une. Voilà. Si on souhaitait la contredire ou la contester, il faudrait qu'on en choisisse une. Et du coup, on ne serait plus sans étiquette. Donc, il se peut, enfin, c'est pas il se peut, c'est sûr, on va nous coller une étiquette. Non, nous, on a fait le choix. Si c'est vraiment, s'ils nous mettent quelque chose de totalement choquant, on interviendra, mais moi, je suis sans étiquette politique. Mais je vous dis, on a fait le choix de ne pas choisir. Il y a plusieurs sensibilités au sein de la liste. On n'a aucun parti politique, chacun est libre de penser ce qu'il veut, donc on ne va pas se coller une étiquette. Maintenant, ça c'est effectivement partout en France, les administrations, au final, en collent une, qui en général c'est quand même sur le centre-gauche, la dernière fois, comme je vous dis, c'était centre-gauche, mais nous, je parle sous contrôle de mes collègues, il y a plusieurs sensibilités au sein de l'équipe, on ne choisit pas d'étiquette. Après, l'administration française est ainsi faite, on va nous en coller une certainement. Ça, on ne maîtrise pas. Monsieur le maire, oui. Bonsoir. Monsieur le candidat, messieurs les candidats. Une question concernant les voies de circulation et en particulier le passage des camions. Cuxac est coupé en deux par l'axe avenue Pélissier et l'autre avenue Jean Jaurès, avec des passages piétons qui pourraient être améliorés pour favoriser déjà la circulation des piétons. Mais surtout, je voulais attirer votre attention, ce qui ne vous aura probablement pas échappé, que ces camions ne sont pas compatibles avec la taille des voies qu'ils utilisent. Ils ne peuvent pas se croiser, sauf à bloquer la circulation pour des temps plus ou moins longs. Ils présentent un certain nombre de problèmes de sécurité des usagers de la route, problèmes de pollution aussi. Coursan a réussi à interdire le passage des camions. Qu'envisagez-vous pour réduire, en tout cas, le passage de ces camions? Et je vais en profiter pour aborder la deuxième partie de ma question. Cuxac n'a pas à proprement parler de centre-ville, parce que le vieux village est un petit peu déserté aujourd'hui. Il y a un projet autour de la place Salingro, l'espace Salingro, mais qui est probablement à un horizon lointain. Est-ce que le boulevard Pélissier, qui aujourd'hui dispose d'un certain équipement commercial, ne pourrait pas, en étant réaménagé, faire office de centre-ville et de lieu d'accueil pour un éventuel bar que vous évoquiez? Alors, oui, effectivement, deux questions. Vous avez raison, le Cuxac voit passer beaucoup de véhicules. On avait fait un comptage, on avait identifié, enfin, on avait compté un peu plus de 13 000 véhicules le jour qui passent sur le pont. La problématique, c'est qu'on a beaucoup de transit, ne serait-ce que Saint-Pons, Narbonne, il n'y a que 3 possibilités pour franchir l'Aude, Saint-Marcel, Cuxac ou Coursan. Donc, effectivement, stopper totalement ces flux de véhicules, ça serait mentir, c'est pas possible. Par contre, effectivement, on peut réfléchir, et on l'avait un petit peu amorcé dans le cadre du plan vélo, un plan de mobilité à l'échelle de la commune. Sauf que là, en 4 ans, c'était quelque chose de trop compliqué à mettre en place. C'est une réflexion globale, il faut faire des essais, il faut remettre des rues à sens unique, tout ça, c'est des choses qui se réfléchissent, qui se travaillent en groupe avec des administrés, des professionnels de la route, etc. C'est quelque chose qui se réfléchit. Après, effectivement, dans nos aménagements de rues, boulevards, on peut penser à des dispositifs visant à réduire les vitesses et à apaiser les circulations. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, on n'arrivera pas à interdire la totalité des véhicules sur la commune. Voilà. On peut penser à chaque fois qu'on fait des aménagements, viser des objectifs d'apaisement et réfléchir en cette circulation, mais l'interdire complètement, on n'y arrivera
La deuxième partie, pour la deuxième question, était sur l'avenue Yvan Pellissier, qui a été réalisée il y a quelques années maintenant, pour la repenser en termes de centralité pour la commune. C'est vrai que nous, on s'est plus orienté sur la place Saint-Lingros, l'avenue Pellissier, même si elle mérite quelques aménagements, n'est pas identifiée sur les 6 prochaines années comme prioritaire. On a malheureusement des voiries qui sont très dégradées par ailleurs. M. Berthaud a cité chemin de Briand, je peux vous citer le chemin de l'Arbre Blanc et faire une liste longue comme un bras. Et le boulevard Yvan Pellissier peut être réfléchi pour la suite, pour ceux qui prendront la suite plus tard, mais sur les 6 prochaines années, il n'y a pas d'aménagement majeur qui sont prévus sur le boulevard Yvan Pellissier. Et après, la centralité, nous, on la voit davantage au niveau de la place Saint-Lingros, où il y a des biens qui sont inoccupés et qui vont pouvoir se libérer sur les prochaines années, on l'espère, pour pouvoir repenser ça. Et on l'a testé au travers des animations qui existent, comme les guinguettes l'été, on l'a testé. C'est un lieu qui rassemble, qui est quand même suffisamment en retrait de la route et qui permet de penser une centralité à cet endroit-là, plus que sur le boulevard. Voilà, nous, on a fait ce choix, mais après, dans le cadre de groupes de réflexion pour les années à venir, il y a peut-être des aménagements à penser sur Yvan Pellissier, je suis d'accord avec vous. Oui. À propos du centre de santé, je voudrais savoir qui fera fonctionner financièrement ce centre de santé. Alors c'est un partenariat, c'est des discussions que nous avons avec les médecins. Les 3 médecins que nous avons actuellement. Il y aura peut-être un montage public-privé, et s'ils en ont la possibilité, le porteront tout seul. Disons qu'il y a un travail qui est mené avec eux. Si la commune doit investir ou mettre à disposition du foncier, comme elle le fait actuellement, hein, c'est un bien communal, le centre médical, la commune aidera à ce projet. Après, il se financera par des loyers, comme tout projet. Si on accueille des spécialistes, etc., ce sera des locaux qui seront loués, des loyers rentreront pour financer ce projet. Mais l'objectif premier, c'était d'obtenir ce reclassement de l'ARS pour faciliter, déjà pour pérenniser l'installation du docteur Fouché et de nos médecins sur la commune, et ensuite de pouvoir faciliter la création de ce projet de nouveau centre médical qui sera situé à un autre endroit que dans le lotissement La Mateloune, avec des possibilités de stationnement et d'accueil de nouveaux spécialistes. Mais c'est un projet qui se financera avec les loyers, les subventions qu'on ira chercher à l'ARS, etc. L'État n'y sera pour rien. À l'État, non. La seule chose qu'on doit à l'État, c'est le reclassement du village. Après, ce n'est pas des médecins salariés qu'on vise. On a 3 médecins libéraux, donc ça sera au travers de loyers, et un projet qui se portera comme ça. Oui, monsieur le maire, bonsoir, monsieur Bernard. Je voudrais savoir si le terrain qui se trouve à l'ouest de la cave coopérative, donnant sur la cité Jean Laborde, allait être construit puisqu'il est vide et il se dit qu'on va y mettre des villas. L'ancienne Syrie? Oui. Alors sur l'ancienne Syrie, la cave coopérative, le propriétaire du terrain avec un propriétaire privé, ils ont le souhait de vendre. Nous, on est favorable à ce projet, mais ça permettrait d'accueillir de nouveaux logements et de créer un quartier à 3 minutes à pied des commerces et des écoles. Donc c'est une belle opportunité, comme on en a peu sur la commune. Actuellement, il y a un permis qui a été déposé et accordé, et nous avons des réunions de travail avec l'aménageur, le promoteur, dans les jours qui viennent. C'est un projet qui est un peu lent à sortir. On trouve toujours que c'est un petit peu trop long, mais il y a possibilité, en tout cas le permis et les règles d'urbanisme le permettent, de faire sortir quelques logements, une trentaine. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Est-ce que du coup cette fameuse maison seigneuriale est toujours d'actualité ou pas? Oui, le permis est accordé et le promoteur, on doit le rencontrer à nouveau dans les jours qui viennent. Ça a pris un petit peu de retard, mais le projet est toujours réalisable.
représente mon quartier Porte d'Aude. J'ai une doléance. Arrêtez de mettre des PV de stationnement le mardi à partir de 7h du matin, en sachant que les gens vont travailler à 8h. La PMM, elle est à l'heure, hein, ça fait sûr que c'est pas financière, je comprends bien. Des travailleurs. Alors. S'il vous plaît. Oui, alors. Oui, j'entends. Donc la police municipale fait son travail, effectivement. Mais dans l'immense majorité des cas, ce sont des avertissements et vous n'êtes pas verbalisé. Et pour information, s'il y avait le moindre doute à ce sujet, la commune n'empoche rien. Il n'y a pas un euro qui part à la commune, donc on n'a aucun intérêt à verbaliser. Pour autant, on est obligé de faire respecter l'arrêté pour pouvoir nettoyer ce quartier de zéro toutes les semaines. Donc il y a de très très grandes indulgences. Maintenant, si c'est toujours le même véhicule et que ça se répète, au bout d'un moment, c'est obligé d'appliquer quand même des sanctions. Il faut commencer, il faut bien commencer à un moment ou à un autre. Donc il y a beaucoup de travail, ça prend la matinée, il n'y a pas que ce quartier, donc il faut bien qu'on commence par un quartier à un moment ou à un autre. Alors les policiers municipaux sont à l'heure, effectivement, parce qu'il faut se garder une marge de... Oui, c'est très bien. Il faut se garder une marge de manœuvre pour pouvoir faire intervenir des dépanneuses s'il y a des gros soucis. Donc on ne peut pas appeler les policiers municipaux en même temps que les équipes de nettoyage. Il faut anticiper le fait de préparer le terrain pour que les équipes de nettoyage puissent travailler sereinement. Mais c'est le quartier sur lequel on consacre le plus d'énergie et de temps en termes de nettoyage. Bon, j'ai une question, il n'y a pas de micro, c'est pas grave. Il y a une maison qui s'est vendue en face de l'école. Est-ce que c'est la mairie qui a racheté la maison pour faire la cantine là-bas ou pas? Parce que c'est juste en face du portail. Alors, si j'ai bien entendu, une maison qui s'est achetée en face de la... Il y a une maison qui était à vendre, qui s'est achetée. Merci. Bonjour. Il y a une maison en fait qui est à vendre juste en face du portail de l'école. Je sais qu'il y a un problème au niveau de la cantine. Est-ce que c'est la mairie qui a racheté cette maison ou pas? Non, ce n'est pas la mairie qui a acheté cette maison. On a d'autres hypothèses, d'autres scénarios pour la cantine, mais ça ne se fera pas là. D'accord, ok. J'ai une autre question pour l'association. J'ai un événement, moi, le 8 mars à la Bourgade, et on m'a contacté, donc que vous, quand je dis vous, c'est votre équipe, ne souhaitez pas m'ouvrir le portique donc, de la Bourgade. Et également, moi, j'ai des professionnels qui doivent venir, on ne veut pas venir m'ouvrir. Je trouve pas ça normal pour les habitants qui aussi que je fais des événements à petit prix. Alors, monsieur Maillot, effectivement, le parc de la Bourgade a été envahi à plusieurs reprises par les gens qui voyagent l'été. Nous avons investi sur un dispositif de sécurité, un portique qu'on ne peut pas ouvrir tous les 4 matins. Il y a des règles qui sont édictées pour l'ensemble des associations, pour les vide-greniers et autres manifestations. Vous êtes le seul, a priori, à qui ça pose souci, donc il faut trouver d'autres solutions. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont des camions et qu'il y a des professionnels qui viennent. Et il y a un gros problème de stationnement aussi dans le village par rapport à ça. C'est pas la peine de crier, c'est pas là qu'on va parce que j'ai pas de micro, vous voyez, répondu. il se barre. Donc au bout d'un moment donné, je suis bien obligé de parler pour qu'on m'entende. Non, il n'y a pas d'arrêt. Il faut prendre un rendez-vous. Mais il n'y a pas de prendre rendez-vous, on ne me répond pas. On m'a signalé sur les réseaux sociaux. C'est pas le moment. Mais si, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut en parler. Mais non, mais si, c'est maintenant qu'il faut en parler. Justement pour faire évoluer les choses. Bon, monsieur Maillot, si vous voulez bien baisser de ton et non, mais je veux juste qu'on réponde à mes questions. Vous ne donnez pas un spectacle. Mais il n'y a pas de question de donner un spectacle. C'est juste répondre aux questions des personnes qui habitent dans le village. Donc en fait, le portail, vous n'allez pas l'ouvrir. S'il n'y a pas d'autres questions, le portail, vous n'allez pas l'ouvrir du coup. Ferme ta gueule. T'as pas vu qu'ils en ont marre de toi là? Et alors, j'en ai rien à faire. Moi, je suis là pour poser des questions. Monsieur Maillot est en train de tout gâcher. Laisse tomber, ça sert à rien. Laisse tomber, ça sert à rien.